Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. D'emblée, toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11h et elle permet de commenter, d'analyser et de décrypter les grands points de l'actualité nationale et internationale. Pour ce dimanche, nous nous intéressons uniquement à l'actualité nationale avec 4 sujets. Il s'agit de l'affaire des 130 tablettes offertes aux députés par la société Huawei, du lancement par le président du FASO du PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, de la création du PPR, le Parti du peuple républicain, et enfin de l'opération de souscription et d'attribution des parcelles de la Sonature. 4 sujets pour 4 invités. Nous serons ce matin avec Ladi Bama du journal Le Reporter, Paul Miki Rwamba de Ouaga FM, Samuel Somda du journal en ligne lefaso.net et Parfait Silga du quotidien Notre Temps. Bonjour à tous, chers confrères, et merci d'avoir accepté notre invitation. On commence tout de suite avec cette affaire qui a défrayé la chronique ces derniers jours au FASO. Le 10 novembre, la société Huawei, par l'intermédiaire du ministre en charge de l'économie numérique, a fait un don de 130 tablettes de dernière génération aux 127 députés de l'Assemblée nationale. Valeur totale du don, 65 millions de francs CFA. Depuis, la polémique ne fait que s'enfler. Alors, chers confrères, quelle est votre opinion par rapport donc à ces dons, on peut le dire, encombrants pour l'Assemblée nationale? Bama. Je crois, qu'est-ce qui n'a pas encore été dit sur cette affaire des tablettes? Je ne sais pas, mais je crois que maintenant, là où on en est, il faut attendre la SE qui est sur le dossier, je pense. Attendre aussi certainement une éventuelle réaction aussi de la justice qui sera certainement saisie pour qu'on se situe finalement sur cette affaire, parce que, comme vous le dites, ça n'a que trop duré, il y a eu trop de polémiques autour, finalement on se perd dedans. Mais moi, mon intime conviction, c'est qu'il y a eu corruption dans cette affaire. C'est ma conviction, ça peut être discuté. Mais en tout cas, au vu de ce qui a pu être lu, entendu dans cette affaire, c'est inadmissible qu'une société privée, une multinationale de surcroît qui compétit au Burkina pour des marchés publics, puisse offrir comme ça des cadeaux de cette valeur-là à notre gouvernement, à notre Assemblée nationale, comme ça pour les beaux yeux du bon Dieu. C'est pas possible. C'est de la corruption, c'est pas un don gratuit, c'est pas un don désintéressé. Moi, je pense que la justice doit pouvoir se saisir de cette affaire et puis, bon, pouvoir dire le droit dedans. Voilà. D'accord. Alors, Silga, est-ce que vous partagez l'avis de Bama sur cette affaire des tablettes? Au regard de la loi anticorruption qui a été votée en 2015, effectivement, il est dit qu'un cadeau de plus de 35 000 ne doit pas être accepté par un fonctionnaire, un élu. Ça, c'est la liste qu'on tire au regard de ce qui s'est passé. Alors maintenant, il faut se poser des questions, et les bonnes, j'allais dire, parce que effectivement, le don a été fait de la société Huawei et au gouvernement qui les a transmis à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'au regard de la définition qu'on donne de la corruption, on peut dire que ce don a un lien avec le marché de 4 milliards que la société a eu pour la fibre optique? Est-ce que c'est une commission? Est-ce que c'était la façon que Huawei a trouvé pour récompenser le gouvernement et l'Assemblée nationale pour avoir eu le marché? Ça, maintenant, c'est la question. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est aussi l'affaire de la sécurité informatique. Parce que c'est vrai que ce n'est pas le seul don,
Mais il faut vraiment se demander qu'est-ce qu'on va faire de ces tablettes. Parce que si vous recevez des tablettes, vous ne pouvez pas savoir si effectivement il n'y a pas de logiciels espions. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en face de... On n'est pas dans une affaire où on va utiliser des tablettes et des gens à des milliers de kilomètres du Burkina Faso vont récolter des informations qui vont leur permettre de faire du lobbying. Après, c'est des questions qu'il faut se poser. La troisième question qu'il faut se poser, de toute façon, en rapport avec la sécurité informatique, ça veut dire que je veux dire ici que ces tablettes-là, même si on les reçoit, il faut d'abord les mettre en quarantaine. Il faut les mettre dans un laboratoire pour qu'on puisse les expertiser avant de les utiliser. L'autre problème qui a un rapport avec ça, c'est vraiment la performance même de nos administrations. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons continuer à accepter de tels dons? Parce que c'est pas le premier don, c'est pas le dernier don. Il y a eu des dons de la Chine, Taïwan, il y a eu de la Corée du Sud, après au ministère des Affaires étrangères, des tablettes aussi. Bon, mais c'est pas le même contexte qu'avec la société Huawei. Mais ça pose le problème plus global de la performance de nos administrations. Est-ce que nous devons continuer à recevoir de tels dons alors que ça vient de chancelleries étrangères? Mais donc ça, en continuant d'accepter, en continuant de recevoir des appuis en ce qui concerne les équipements informatiques, ce sont des dangers auxquels notre pays s'expose. Donc moi je vois le problème là plus global là, à ce niveau. Alors beaucoup de citoyens se disent également, est-ce que c'est aux députés qu'on devrait faire ces dons, étant entendu que ils font partie des mieux payés de notre administration, de notre pays? Est-ce qu'un député ne peut pas s'offrir lui-même une tablette au point que, bon, voilà, des tablettes viennent d'une autre société? Somda. Justement, moi, ça fait partie de ce que j'appelle les questions légitimes sur cette affaire-là. Parce que quoi qu'on dise, c'est quand même pas des tablettes éducatives des enfants qui coûtent 30-40 000 francs. Non, c'est pas ça. Quand vous prenez 65 millions de francs CFA pour 130 tablettes, une division euclidienne, ça donne 500 000 francs en valeur. Ça veut dire que c'est des tablettes haut de gamme quand même. Ils n'ont pas remis ça à n'importe qui. Pourquoi est-ce que c'est aux députés qu'ils ont remis cela? Soit dit en passant, Sylga le disait tantôt, enfin même là il l'a souligné aussi, c'est pas seulement les députés qui ont reçu ces tablettes-là. On en parle peu. C'est peut-être parce que dans le cas du gouvernement, les membres du gouvernement ont aussi reçu ces tablettes. Peut-être que ça s'est passé pas sous les projecteurs, comme ça a été le cas à l'Assemblée nationale, mais eux aussi ils ont reçu. Pourquoi c'est au gouvernement et à l'Assemblée nationale que ces tablettes ont été remises? Les deux têtes de l'État. Deuxième chose, je crois savoir que la société Huawei, je prononce tellement mal ce truc-là, c'est pas maintenant que cette société est implantée au Burkina Faso. Pourquoi c'est maintenant? Seulement 6 mois après avoir été attributaire d'un marché de près de 5 milliards de francs CFA au Burkina Faso. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça se fait? Pourquoi est-ce que, je reviens à la question, pourquoi c'est aux députés et au gouvernement qui, comme vous le soulignez tantôt, ont les moyens de s'offrir des tablettes et non pas aux étudiants qui ont beaucoup plus besoin de cela? Pourquoi? Enfin, j'espère seulement que les juges, pour faire complet, aussi vont recevoir pour eux. D'accord, oui, Paul Miki. Alors, il y a, au regard de ce geste, manifestement une entorse à la loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. Et c'est là où il y a danger de mon point de vue, parce que on se rappelle, on a tous vu l'adoption de cette loi 04 du 3 mars 2015 qui porte prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. Et lorsqu'on lit attentivement les dispositions de cette loi, on se rend compte qu'au regard de ce geste-là, que les députés ont accepté, il y a manifestement entorse à cette loi. Et c'est là le problème de mon point de vue, parce que ce n'est pas une première fois que l'on viole les lois dans notre pays, mais lorsque la violation vient de ceux qui sont chargés de confectionner ou d'adopter les lois, il y a problème, c'est-à-dire l'exemple devrait venir d'en haut. Alors, on a eu la chance, il y a 2 jours, de discuter à bâton rompu avec quelques 5-6 députés dans le cadre d'une rencontre que nous avons. La question a été posée, on leur a demandé clairement, est-ce que vous avez reçu les tablettes en question? C'était le silence qui était la réponse. On suppose que les tablettes ont été reçues. En tout cas, il y a des députés qui ont déjà reçu ces tablettes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il s'agit là de cadeaux encombrants, comme vous l'avez dit au début de cette émission. C'est vraiment encombrant. La question que l'on se pose, qu'est-ce qu'on fait finalement de ces tablettes qui ont déjà été réceptionnées au niveau des députés? Alors, pour moi, il va falloir donc réfléchir profondément pour voir comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème, parce qu'on peut se permettre de penser que c'était une erreur d'appréciation parce que les cadeaux, on en est habitué dans notre pays. Ce n'est pas la première fois que l'on reçoit. Les députés également se défendent d'une certaine façon en disant qu'ils ont reçu ces tablettes, non pas des mains de l'entreprise Huawei International, mais plutôt des mains du gouvernement burkinabé à travers le ministre chargé du développement numérique et des postes.
Donc il y a pas mal de situations comme ça qui se présentent et de mon point de vue, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de voir comment on règle ce problème. Parce que déjà, vous avez vu des députés ont dit clairement qu'ils n'iront pas récupérer ces tablettes. La grogne même a commencé à l'intérieur des députés. Quelques députés en tout cas se sont exprimés là-dessus de façon disparate. Mais on constate aussi que l'Assemblée nationale dans son ensemble n'a pas réagi, que ce soit les députés de la majorité ou de l'opposition. On a l'impression que cette situation est tellement embêtante pour l'ensemble des groupes parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale que personne ne veut en parler. Tout le monde se garde justement d'en parler. Donc, à mon avis, évidemment, il y a un sérieux problème par rapport à ça. Parce que lorsqu'on lit la déclaration du RENLAC, qui est le réseau national de lutte anticorruption. On va rappeler que d'ailleurs le RENLAC a été en quelque sorte la pierre angulaire de l'adoption de cette nouvelle loi pour, sous la transition évidemment. Donc on a vu cette déclaration du RENLAC qui dit clairement qu'il y a entorse à la loi. Donc peut-être qu'on s'est trompé, il va falloir donc réfléchir sur comment on fait pour rétablir cela. Parce que quelqu'un l'a dit tantôt, pourquoi ce sont les députés qui bénéficient de cette tablette? Est-ce qu'au Burkina Faso ce sont les personnalités qui sont les mieux, j'allais dire, qui ont le plus besoin de cette tablette? La réponse est évidemment non, parce qu'on aurait pu imaginer si la société Huawei International voulait vraiment faire un acte de charité, les bénéficiaires de cette tablette pourraient être peut-être des étudiants ou du moins des élèves nouvellement admis au baccalauréat selon un ordre de mérite, quelque chose comme ça. On aurait mieux compris cette démarche. Maintenant, aller de remettre des tablettes 130 aux 127 députés directement, il y a manifestement problème. Surtout, on parle également de cette notoriété de l'entreprise en question, parce qu'il y a des exemples en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc., où la société s'est négativement illustrée et on se rend compte que c'est une société qui est un peu habituée à ce genre de gestes. Donc, il y a véritablement problème. Mais à mon avis, on peut mettre ça sous le coup de l'erreur à rectifier très rapidement. Je voulais en fait aller dans le même sens que Mickey. Moi, je pense qu'il doit y avoir eu quand même un manque de vigilance par rapport au contexte aussi. Parce que ça, il faut le dire, c'est important. Nous sommes dans un contexte post-insurrectionnel. Il y a des choses que l'opinion publique ne peut plus accepter. Je pense que s'il y avait eu une certaine vigilance, on aurait pu imaginer qu'effectivement la société dise qu'elle elle veut donner, par exemple, des tablettes aux députés et aux ministres. Et la réponse, c'est de dire, OK, au regard de la loi anticorruption au Burkina Faso, nous ne pouvons pas recevoir ces tablettes. Nous, même si nous les recevons, nous allons les remettre au trésor public, ou nous allons les convertir, ou nous allons les remettre à une université ou à une école qui peut recevoir. Parce que aussi, c'est, comme on le dit, comme la loi le dit, il y a une catégorie de personnes qui ne peuvent pas recevoir des cadeaux au regard de leur fonction. Parce qu'ils sont supposés, quand on est fonctionnaire, on est supposé être dans un système. Par exemple, quand on expliquait simplement, quand vous devez rendre un service, on dit, quand vous rendez un service, quand vous travaillez pour le gouvernement et que vous avez un travail à faire, vous ne pouvez pas recevoir un cadeau. Parce que quand vous recevez un cadeau de plus de 35 000, ça peut influer sur la manière dont vous rendez le service. C'est ça l'esprit de la loi. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je pense que s'il y avait eu de la vigilance, on aurait pu tout simplement dire, oui, la société veut donner des tablettes aux députés et aux ministres, mais on dit, nous regardons la loi, on ne peut pas recevoir ces cadeaux. Nous allons transmettre ces cadeaux, soit au trésor public qui va en disposer, soit en tout cas à des personnes qui en ont vraiment voilà. Oui, je tombe pas sur le coup de la loi. D'accord, ok. Je voulais répondre sur une petite question que, c'est pas une petite question d'ailleurs, c'est une grande question que Parfait Siliga soulevait au tout début de son intervention, où il se demandait si, au regard de la définition de la corruption, le cas dont on parle rentrait dans ces canaux-là. Moi, je réponds tout de suite que jusque-là, je n'ai pas encore vu une seule définition de la corruption dans laquelle ce cas-là ne rentre pas. Je n'ai pas encore vu, franchement. Parce que ça, c'est les formes les plus courantes même de la corruption. Parce que la corruption, le problème aujourd'hui, c'est que les adeptes de ces pratiques-là, avec la lutte qui s'est en tout cas intensifiée, eux aussi, ils ont innové dans leurs pratiques. Mais ce cas précis-là, il y a même pas ça ne souffre pas d'embâche.
c'est la corruption à l'état primaire. Parce que c'est quoi? Une société privée qui vient de recevoir un marché du gouvernement, qui n'a pas encore fini d'exécuter le marché. On ne sait pas comment le marché sera exécuté. On qui parlait tantôt d'un cas en Côte d'Ivoire, où leur marché n'a pas été réceptionné à la fin. À supposer que cette société-là, à la fin de ses travaux, on nous dise que non, il y a eu des malformations, il y a eu des choses qui n'ont pas été bien faites, et que c'est ce gouvernement-là qui doit statuer sur ce marché. Quelle marge de manœuvre ils ont pour statuer de façon objective après avoir reçu un tel cadeau de cette société? De 65 millions. C'est de 65 millions. Ça, c'est, pour un marché de 4 milliards. Donc, franchement... Non, on laisse Obama terminer. Non, franchement, je vois souvent les gens sur les réseaux sociaux, bien même dans la vie courante, qui disent non, ça ne rentre pas dans le cadre de la corruption. Je dis c'est faux. Ça, c'est la corruption à l'état pur. Il faut qu'on se mette au sérieux pour traiter ça, pour ne pas qu'il y ait encore un cas comme ça demain. Parce que dans ce pays, on a tellement banalisé la corruption que finalement, souvent même, il y a des cas de corruption qui passent comme ça et les gens ne prêtent plus attention. On a tendance même à s'acoquiner même avec la corruption et puis on fait comme si de rien n'était. Oh, ça, c'est très dangereux pour notre économie. Oui, justement, c'est pour rebondir un peu sur ce qu'il a dit, à savoir qu'une société privée quand même ne peut pas faire ça, ce genre de cadeau pour les beaux-yeux de quelqu'un, c'est pas possible. La Corée du Sud a remis des véhicules vendredi dernier. Qui en a parlé? C'est des relations d'État à État. L'État sud-coréen est en relation de coopération avec le Burkina Faso et dans ce cadre, la remise des véhicules, c'est tout à fait normal. Qui va commenter? Qui va dénoncer une irrégularité dans ça? Personne. Mais une société privée qui est là pour faire du bénéfice, vous remet quelque chose, sachant très bien que vous êtes des décideurs, vous pouvez avoir un point de vue pour faire courber les Chinois, enfin, pour faire courber un peu, aller dans un sens ou dans un autre, il y a manifestement un problème. Moi, ma plus grande joie, c'est quand j'ai appris qu'il y a certains députés qui n'étaient pas du tout sur cette affaire-là, qui disent qu'ils ne sont pas prêts à recevoir ce genre de tablettes. Je suis déjà content pour cela et espérons seulement que la SE de Ibriga investigue pour nous dire à quoi cela tient. Oui, très rapidement. Je voudrais dire très rapidement, effectivement, comme l'a dit Bama, c'était ce sur quoi je voudrais intervenir. Le marché en question est en cours d'exécution. Donc, il va falloir que nous autres citoyens, nous soyons très vigilants sur l'exécution de ce marché. Donc, c'est l'exemple, c'est l'occasion en tout cas de redoubler de vigilance sur ce marché. Je ne sais pas si on a des techniciens au pays qui peuvent vérifier parce que c'est un grand marché, comme on l'a dit, c'est 4 milliards 700 millions et quelques. Et s'il est question de fibre optique, de la liaison Bobo-Ouagadougou-Pau, frontière du Ghana avec la bretelle de Bagré-Pôle. Donc, c'est l'occasion en tout cas de redoubler la vigilance dessus. Et je crois que les députés sont mieux indiqués également, eux qui se sont accommodés depuis un certain temps d'enquête parlementaire. On peut avoir ces enquêtes en amont pour voir si le marché est bien exécuté. Et puis, dans le même temps, on peut se réjouir du fait qu'il y a, juste avant de rentrer en tout cas dans ce studio, on a appris que l'autorité supérieure de contrôle d'État, certainement sous la pression de l'opinion publique, s'est mis sur le dossier. Il y a des enquêtes en cours. On est en train de voir si l'acte en question n'est pas une violation de la loi portant répression de la corruption dans notre pays. C'est une bonne chose. Et dans le même temps, on se rend compte évidemment qu'il y a un autre cas de corruption qui a cours au niveau du ministère des Finances, notamment le marché qui concerne l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie. Et l'un dans l'autre, on va donc croiser les droits et puis espérer que l'institution du docteur Luc Marius Ibriga aille jusqu'au bout de ses investigations afin d'éclairer les Burkinabés qui, depuis un certain temps, ne se laissent plus faire sur ces actions de corruption. Donc c'est vraiment un bel exemple. Je crois que le RENLAC l'a relevé déjà. Il faut que les citoyens maintiennent ce cap, cette veille citoyenne, de contrôle de l'action publique pour que cessent définitivement dans notre pays les actes de corruption. C'est de cette façon qu'on peut venir à bout de la corruption. Que les députés aujourd'hui souffrent de cette dénonciation, c'est peut-être pas le dernier cas, il y en aura peut-être d'autres. On va continuer à redoubler la vigilance pour faire en sorte que la corruption recule progressivement hors de notre pays. D'accord. Alors, il faut préciser que pour le cas du marché concernant l'INSD, c'est le ministère ou la ministre en charge de l'économie qui apporte plainte auprès de l'ASE. Tout à fait. Alors, on parlait tout de suite de justice, mais il faut dire que dans ce cas, pour faire justice, il y a un très long processus, une très longue procédure, puisque si les ministres ont reçu ces tablettes et les députés, les ministres ne peuvent être poursuivis que par la Haute Cour de justice et leur mise en accusation doit être faite donc par l'Assemblée nationale. Est-ce que dans ce contexte-là, on peut espérer qu'il y ait justice autour de cette affaire? Voilà pourquoi je dis il faut qu'on puisse aller au-delà de cette simple affaire de tablettes-là pour nous projeter sur l'avenir. Pour dire quoi? Aujourd'hui, l'opinion publique est très forte.
il faut que le gouvernement en face puisse en tenir compte. Parce que la loi a été votée et ils ne doivent pas être les premiers à enfreindre la loi. Maintenant, je dis, l'ASE, certainement, va faire le point et va dire effectivement qu'est-ce qui s'est passé effectivement. Mais je reviens pour dire, il faut qu'on puisse aller en fait dans une perspective où l'État se donne les moyens de renforcer les capacités de l'administration pour que de tels dons-là n'aient plus d'importance. Parce que si nous devons compter sur des pays étrangers, sur des sociétés étrangères, pour avoir des tablettes pour les députés, pour avoir des tablettes pour les ministres, alors qu'ils ne sont pas ceux qui ont le plus besoin, en tout cas dans notre contexte-là, il va y avoir un problème. Comme je disais, il y a des problèmes de sécurité et tout. Donc, il faut qu'on puisse travailler à ce que ce genre de dons, en fait, ne puisse même plus exister dans notre pays. D'accord. Oui, réaction, Sonda. Non, je pense que, comme Parfait l'a dit, je ne suis pas non plus pour la procédure judiciaire coûte que coûte. Le RENELAC est très bien payé pour le savoir et il nous a informé qu'il y a eu véritablement cas de corruption, cette fois-ci. Pas forcément qu'on aille en justice. Moi, je suis pour la mesure un peu plus soft, si vous voulez, que le gouvernement fasse son mea culpa, ça arrive, ou l'Assemblée fasse son mea culpa, qu'on restitue ces trucs-là, ces tablettes-là, et qu'on passe par un autre moyen pour redéployer ça ailleurs, pourquoi pas. Pas forcément la voie judiciaire, pas forcément à mon avis. Parce que ça demande tellement, c'est un parcours de combattant. Même au niveau de l'Assemblée, il y a cette affaire d'immunité, l'Assemblée qui doit attaquer du côté du gouvernement, parce que là aussi, il y a la haute cour qui est là, il faut passer par plusieurs détours à la fois, que chacun fasse son mea culpa, qu'on avance. Sinon, ce cas-là va poser, enfin, ça, il y aura jurisprudence à mon avis. On ne dira pas demain que quelqu'un enfreint à la loi parce que ça ne devait pas se faire, il faut condamner. À partir du moment où le gouvernement le fait lui-même. D'accord. Oui, Bama. Non, ce que Sonda est en train de dire, ça aurait été intéressant si effectivement ils étaient dans cette disposition d'esprit d'aller dans ce sens. Mais manifestement, ils ne sont pas dans cette disposition d'esprit. On a déjà vu des sorties où ils disent que, des députés qui disent qu'ils ne vont pas céder à la rue. Quand on est dans cette situation, il ne faut pas rêver, ils ne vont pas le faire. Et quand c'est comme ça, il n'y a que la justice. Et pour répondre à votre question, moi je dis que dans notre contexte, comme Parfait l'a dit là, on ne devait plus se poser cette question aujourd'hui. On a vu des ministres qui sont là à la Mako, il n'y a pas encore très longtemps. Le Premier ministre. Ouais, et récemment, j'ai vu dans la presse qu'il y a un député qu'on doit mettre en accusation, je pense. Donc c'est pour dire que si on a pu envoyer certains, ça veut dire que tout le monde doit pouvoir se soumettre aux mêmes lois. Si eux, ils ont pu voter des mises en accusation pour certains de leurs collègues et que ça arrive à leur tour, ils doivent pouvoir se soumettre à la loi. Autrement, on sera obligé de les y obliger. L'opinion publique doit pouvoir se mobiliser et les y obliger. Ce qui ne sera pas très facile. Ce que Sonda a dit, c'est vrai. C'est-à-dire que même dans la loi, on n'a pas dit que si vous recevez un cadeau et que vous tombez sous le coup là, il y a toujours un moyen d'arranger l'affaire. Ouais, mais par exemple, si, je l'ai dit dès le début, c'est-à-dire que si le gouvernement et l'Assemblée nationale avaient été plus vigilants, on aurait pu dire, effectivement, il y a la société Huawei qui veut faire un don de tablettes. Au regard de la loi, nous ne pouvons pas accepter ce don. Donc, nous allons transférer ces tablettes-là. Nous souhaitons que ces tablettes soient transférées à une école spécialisée ou à l'université ou dans un autre centre. Et puis le problème était réglé. Mais même là, même au stade où nous en sommes là, je pense qu'il y a encore rattraper les tirs. Oui, on peut encore rattraper les tirs. Oui. Parce que moi, j'ai dit, je ne suis pas du tout d'accord avec Bama quand il parle de la justice. Si vous devez aller à la justice, je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre pour qu'on mette en accusation un ministre. Et puis bon, je ne sais pas. Combien de temps on a pris pour mettre les ministres qui sont à la Mako en accusation? C'était le temps d'une transition, en quelques mois, non? Les ministres en accusation ont été votés et puis ils sont allés à la Mako. Non, en fait, moi je crois que cette histoire de temps que la justice doit prendre, on ne doit pas se soucier de ça. La justice, c'est comme ça aussi la justice. Si on a décidé de s'inscrire dans la logique d'un état de droit, on doit se soumettre à tous ces avatars-là. Donc, si on veut vraiment se retrouver dans un état où tout le monde est respectueux des lois, où on veut vivre dans un état de droit, on doit pouvoir admettre tout ça. Et pour revenir au point sur leur mea culpa, là, ça dit que on est dans un pays où, quand on est ministre, on est trop grand.
on se croit tellement grand que c'est pas possible de revenir dire non, je me suis trompé. Ouais. C'est comme ça. Voilà la logique ici. Et ne rêvez pas, ces gens vont venir dire qu'ils se sont trompés ici. Ils ont déjà dit, ils vont pas céder à la rue. Ces gens, il faut les contraindre. On a vu ça sous Blaise Compaoré. Ils ont dit non, des marches ne peuvent pas changer des lois dans ce pays. Il a fallu qu'on les mette à la porte pour que les choses puissent changer. C'est comme ça. Voilà. Alors, Oui, donc, une sur la dernière question réaction, oui. de la justice, hein, c'est bien possible, hein, comme l'a dit Lagui Bama, on peut bien mettre ces gars-là en accusation, parce que d'ailleurs, quand on lit l'article qui porte dans la loi anticorruption, c'est clairement dit, les sanctions sont prévues, il y a les amendes, il y a les peines d'emprisonnement et tout, donc ça peut être possible. Mais évidemment, le plus important ici, de mon point de vue, c'est de tirer les leçons de cette situation. Il va falloir donc que l'on ait des projections à l'avenir, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est une société privée, comme on l'a dit, Huawei International, qui fait un geste et on se rend compte que les derniers bénéficiaires là, ce sont des individus, ce n'est pas l'institution Assemblée nationale, comme certaines OSC ont tenté de le faire savoir en fin de semaine, mais ce sont les députés qui individuellement bénéficient de ces tablettes. Et selon l'esprit donc de ce geste, ils devaient en faire leur propriété privée. Voilà où il y a problème. Donc il y a manifestement violation de la loi. Donc on peut partir de cet exemple-là pour faire en sorte que dans notre pays, il n'y ait pas ce genre de situation qui se présentent. Parce que le plus important, c'est les leçons à tirer. C'est pour ça que je disais, les députés aujourd'hui peuvent reconnaître d'une façon ou d'une autre qu'ils se sont trompés. Le gouvernement également peut reconnaître pour dire qu'ils n'ont pas véritablement mûri les gestes avant de recevoir. Sinon, on n'allait pas assister à cette remise solennelle entre le ministre chargé du développement de l'économie numérique et le président de l'Assemblée nationale, qui lui aussi a réceptionné cette tablette au profit des députés. Tout le monde sur la ligne s'est trompé. J'ose croire que c'est une erreur. Ce n'est pas une male intention, parce qu'on se rend compte quand même que l'Assemblée nationale, telle qu'on l'a aujourd'hui, ils sont quand même prudents. C'est une Assemblée nationale qui est une émanation d'une insurrection. Il n'est pas question de venir s'asseoir sur des bancs de députés et puis enfreindre la loi alors qu'ils sont en train de voter de nouvelles lois. Donc si c'est valable pour les uns, ça doit être valable pour les autres. Cette mise en accusation, ça peut être possible, hein. Je crois que c'est bien possible. Maintenant, bon, on attend de voir ce que les enquêteurs de la SE vont nous produire comme résultat. D'accord, alors on va avancer. Peut-être qu'ils auraient pu ne pas tout simplement communiquer sur l'affaire et il n'y aura pas peut-être tous ces débats. C'est parce qu'il y a eu la pression populaire qu'on en parle. Oui, non, mais il y a eu une remise officielle sous les caméras et en présence des journalistes. Ouais. Alors, on va parler de cette autre actualité. Le vendredi dernier, le président du Faso, Adori, a procédé au lancement officiel du PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, un programme de plus de 309 milliards de francs CFA dont l'ambition est de lutter contre la pauvreté et la misère au Burkina Faso. Vous avez peut-être suivi dans vos différentes rédactions le lancement de ce programme. Alors, qu'est-ce que vous pensez du PADEL, Somda? Bon, le PADEL, j'ai suivi le lancement comme tout le monde d'ailleurs. Enfin, ce que je retiens de cela, c'est que, comme vous le disiez tantôt, c'est un programme avec un budget de plus de 300 milliards de francs CFA avec 3 axes stratégiques, si je retiens très bien, à savoir le développement des plateformes infrastructurelles, l'accent qui sera mis un peu sur les filières porteuses sur le plan local et il y aura un transfert monétaire aussi, je crois, pour les ménages vulnérables. Je pense que c'est un programme comme les autres qui, de mon point de vue, permettra quand même de mettre beaucoup plus en valeur nos régions, parce que dans la politique globale menée sur le plan économique, on voit très peu ces potentialités mises en valeur. Et le PADEL, à mon avis, contribuera en tout cas à faire en sorte que chaque région, avec sa spécialité, puisse émerger sur le plan économique, ce qui va manquer de créer des emplois. D'accord, oui. Pour une fois, je ne voudrais pas parler du contenu du PADEL, mais parler des conditions dans lesquelles le lancement s'est déroulé. Parce que d'abord, la cérémonie a été reportée une fois. Je pense qu'on ne l'a pas dit, mais c'était lié au contexte sécuritaire. Voilà. Puisque donc, ça devait être lancé à l'occasion de la commémoration de la journée internationale du rejet de la pauvreté, qui est célébrée chaque 17 octobre. Voilà. Et après ce report-là, je pense que, en tout cas selon nos informations, les populations ne s'attendaient plus à voir le président du Faso, Adori, pour lancer le PADEL. Oui, le PADEL, parce que, bon, vous y a eu toutes ces attaques, en tout cas, ce contexte d'insécurité-là, qui fait que les populations ont dit, bon, ce projet, il risque de ne pas être lancé, en tout cas, même s'il est lancé,
le président du Faso ou en tout cas les plus hautes autorités ne viendront pas. Donc, je dis que le déplacement du président du Faso a été un peu, en tout cas selon les informations que nous avons reçues de nos reporters, là, un peu comme un soulagement. Les plus se sont dit, bon, finalement, le président du Faso est venu, donc on peut souffler, et voilà. Maintenant, je pense qu'il faut que le gouvernement continue à travailler, parce que la région du Nord, là, et bien d'autres régions sont considérées comme des zones rouges. Si vous voulez, aujourd'hui, vous allez sur le site de l'ambassade de France au Burkina Faso, vous allez regarder les zones rouges où on déconseille aux expatriés là, de s'y rendre. Donc, vous voyez, dans un tel contexte-là, il y a des investissements. Qui ne se feront pas parce que des partenaires techniques et financiers vont effectivement refuser de s'y rendre. Dernièrement, il y a une équipe d'une ONG danoise qui a été attaquée et le véhicule a été retiré. Bon, vous voyez, ce genre d'événement-là n'est pas de nature à rassurer les partenaires techniques et financiers. Donc, il faut qu'on puisse effectivement dire au gouvernement de continuer à travailler pour sécuriser davantage, en tout cas, ces régions qui sont touchées par le terrorisme. D'accord, oui, Bama. Bon, moi, ce projet-là, c'est un programme encore, c'est peut-être la différence. Mais franchement, moi, mon souci à tous ces trucs-là, c'est que ça fait très longtemps qu'on est dedans, on en a lancé tellement, mais la pauvreté est toujours là, c'est pas le rapport réel à cette lutte contre la pauvreté dont on parle tant. Et surtout, quand moi j'ai vu le chiffre, combien de milliards, 300 et quelques, voilà. Si ça pouvait vraiment aller vraiment dans la lutte contre la pauvreté, c'est sûr que la pauvreté allait reculer. Mais soyez sûr que dans ces 300 et quelques milliards qu'on a annoncés, peut-être le tiers qui va aller vraiment à la lutte contre la pauvreté. Soyez sûr, c'est comme ça que ça se passe dans ce pays. On a vu avant ce PADEL-là plein d'autres. Il y a le PAFASP, récemment on a écrit sur le PAFASP, c'est des projets à scandale. L'argent est détourné systématiquement pour aller dans d'autres poches que vers la lutte contre la pauvreté. Voilà la réalité. Donc, j'ai été content quand même d'entendre le président du Faso dire que non, il s'engage vers une certaine rupture, je pense. J'oublie un peu le terme qu'il a employé, mais il est question en tout cas de rompre avec ce qui s'est passé. J'étais en tout cas content d'entendre ça, mais en même temps aussi, quand je me rappelle aussi ce que ce même président a eu à dire dans sa campagne, quand je vois ce qui se passe dans ce pays après la campagne, surtout quand je pense au fait que dans son programme, quelque part, il a écrit qu'il s'engage à maintenir les procédures d'appel à candidature pour recruter les responsables de sociétés d'État dans ce pays. Aujourd'hui, un an après, presque toutes les sociétés d'État ont vu les responsables renouvelés, mais je n'ai pas eu un seul appel à concurrence. Tout a été fait par nomination. Et voilà, donc franchement, c'est ça la triste réalité dans ce pays, quoi. Alors, Paul Miki, est-ce que vous partagez l'avis de Bama? Oui, tout à fait. Que tous ces fonds ne vont pas aller dans la lutte contre la pauvreté? Bama a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. C'est là d'autant plus que les exemples sont légion sur des projets qui ont été lancés ici au Burkina et qui n'ont pas prospéré, qui n'ont pas de résultats tangibles sur le terrain. Mais en même temps, oui, c'est ce que je veux dire. En même temps, il y a cette rupture-là que l'on attend évidemment du nouveau gouvernement. Et on attend de voir avec le PADEL ce que cela va donner. Alors, c'est un événement assez important de mon point de vue. C'est là d'autant plus que ça a requis la présence adorée du président de Faso, Roch Marc Christian Kaboré, de l'administratrice du programme des Nations Unies pour le développement, Hélène Clark, qui était là également. Donc, pour moi, c'est un événement assez important. Et au regard également du montant, 339 milliards et quelques de francs CFA. Donc c'est assez important comme projet et on dit également que ça va directement au niveau des collectivités territoriales, c'est-à-dire c'est le développement local à la base qui devrait en principe être boosté à travers les 3 axes qui ont été rappelés ici par Somda. Alors on se rend compte aussi que le PADEL s'inspire du programme national de développement économique et social, le BNDES, et en la matière aussi ils ont présenté un certain nombre d'exemples au niveau du Burkina Faso sur la plateforme multifonctionnelle qui a fait ses preuves, ce programme de plateforme multifonctionnelle qui a fait ses preuves au milieu rural, et on n'a pas cité les autres programmes
comme on le dit, qui ont été lancés de façon solennelle et qui ont fait des piètres résultats dans notre pays. Il a parlé du PAFASP, on se rappelle également le PDEP et tout. On ne voit pas le bilan, l'impact réel de ces programmes sur le terrain. Donc, il va falloir donc redoubler de vigilance. Alors, moi, j'ai été un peu gêné de constater que le programme va être financé à plus de la moitié, c'est-à-dire 55% par les partenaires techniques et financiers. C'est-à-dire c'est de l'argent étranger, une fois de plus, qui va financer. Et on annonce 5% de contribution des collectivités territoriales et le reste va être financé par le budget de l'État. 40% par le budget de l'État. Alors, donc ça veut dire que c'est toujours l'éternel assistanat et qui connaît la manière de faire des partenaires techniques et financiers. Ils vont orienter évidemment les actions de ce programme-là. Donc, on se rappelle évidemment qu'il y a quelques mois, à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale avait demandé à l'exécutif d'avoir plus d'audace vis-à-vis des partenaires techniques et financiers. On est toujours dans ce même carcan d'aide publique au développement d'assistanat. Mais on peut également se réjouir de ce que, dans les propos du PNUD, de la représentante résidente du PNUD, il y a eu des exemples réussis de cette stratégie un peu partout, dans quelques pays en Afrique et à travers le monde. Elle a cité l'exemple du Nicaragua, du Mexique et de la Zambie chez nous en Afrique, où ces transferts de ressources vers les collectivités territoriales ont permis la mise en œuvre d'entreprises, de micro-entreprises qui ont permis véritablement aux populations de sortir de la pauvreté. Parce que chez nous au Burkina, cette lutte contre la pauvreté, on la mène depuis de très longues années, mais aujourd'hui, les populations rurales surtout ne voient pas du tout l'impact de ça. C'est comme Bama l'a dit tantôt, on va peut-être espérer que de ces 339 milliards de francs CFA qui ont été annoncés, 309 milliards, c'est ça? C'est 339 selon mes chiffres, hein, 339 milliards et quelques qui ont été annoncés. On va espérer quand même qu'une bonne partie de ces sous-là soit effectivement injectée dans la lutte contre la pauvreté au Burkina, parce que finalement on se rend compte que cette lutte on la mène depuis de longues années mais on n'avance pas. Donc il va falloir qu'il y ait un certain suivi de ce programme pour que les propos du président de Faso soient réellement traduits en actes lorsqu'il dit que c'est une rupture et qu'il va falloir désormais changer de manière de faire. Voilà. On espère que ça sera vraiment la rupture et que ce programme-là pourrait être un exemple que lui-même pourra présenter dans son bilan éventuellement lorsqu'il ira de nouveau à la conquête des suffrages, parce que c'est ça aussi la gouvernance. Juste une petite précision. Bon, c'est vrai que la pauvreté réduite, on ne la voit pas comme ça, mais dans les chiffres quand même, il faut le dire, on a avancé quand même. Le Burkina revient de très loin et c'est d'espérer seulement que les contrôles s'accentuent, qu'il y ait le suivi véritable dans la mise en œuvre de ces programmes-là. Et ça va forcément contribuer, à mon avis. Parce qu'au début des années 2000, on était à 44% de taux de pauvreté. Mais cette année, selon les chiffres, nous sommes à 41%. Ce qui n'est pas rien. On est d'accord avec ça. Lorsqu'on regarde ces chiffres-là, c'est vraiment la macroéconomie, mais les populations locales ne voient pas ça. C'est-à-dire quand vous dites que le Burkina évolue à 2 chiffres, etc., c'est bien beau, mais on ne sent pas ça. C'est-à-dire ce que je veux dire, c'est que les populations locales, les vrais pauvres, si vous pouvez permettre ce terme-là, ne sentent pas ça du tout. C'est tellement loin, c'est le budget de l'État, la macroéconomie, là, c'est vraiment pas ça que l'on veut voir. Au niveau des villages, on veut savoir est-ce qu'on a l'énergie, est-ce qu'on a la possibilité de réduire les corvées d'eau, les corvées, etc. Voilà, est-ce qu'on peut produire à moindre coût, etc. C'est ça un peu le développement local. Surtout que ce programme prend en compte la question de l'énergie. Ça peut être important parce que vous savez que s'il y a l'énergie dans le milieu rural, ça peut être un outil de développement économique. C'est ce qu'on veut voir. Parce que c'est bien beau de présenter souvent ces chiffres, mais si sur le terrain, si la population trime toujours à joindre les deux bouts, à assurer les repas quotidiens, c'est quand même grave. On parle de 70% des taux de pauvreté en milieu rural au Burkina. C'est assez énorme et c'est à ce niveau qu'il faut voir les choses. D'accord. Alors on va évoluer. Je rappelle tout simplement qu'à l'occasion du lancement donc, de cet important programme, le président du FASO a appelé également les populations à un changement de comportement, de mentalité, et c'est selon lui le chemin pour entamer le vrai changement. On va rester un peu dans la politique pour parler donc de la création d'un nouveau parti au Burkina Faso. Il s'agit du PPR, le Parti du peuple républicain créé par François Kaboré, ancien directeur de cabinet de Zéphirin Diabré. Le PPR, je cite, a été créé pour porter l'enthousiasme du peuple insurgé. Vous avez suivi donc la conférence de presse de ce nouveau parti. Qu'est-ce que vous en pensez, Somda?
Ce que j'en pense, c'est que, bon, moi, je perçois ça comme plutôt un revirement de position. Il a changé de posture politique parce que du chef de file de l'opposition à pactiser, se retrouver à pactiser avec ceux qui gouvernent actuellement, c'est son droit le plus absolu. Mais moi, je pense qu'il y a eu un problème de morale politique ici. Un problème de morale politique. Et je ne vais pas faire davantage de commentaires. Oui. Bon, quand tu parles de morale politique, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. C'est vrai que ça n'a pas de sens non plus. Non, mais ça a été dénoncé par François Kaboré lui-même hein, dans son discours. Il a dénoncé les alliances contre nature après l'insurrection. Oui. Non, en fait, pour expliquer la position de celui qui fut directeur de cabinet de Zéphirine Diabré, en fait, il faut se rappeler tout ce qu'il y a eu dans la presse comme missive, comme déclaration. Parce qu'effectivement, François Kaboré fait partie de ces cadres de l'UPC qui ont dit nous étions ensemble avec le MPP dans l'opposition. Cette opposition qui a travaillé a fait partie de Blaise Compaoré. Et nous avions avec nous, nous étions là pour porter les aspirations du peuple burkinabé. Et donc, pour eux, il ne sied pas aujourd'hui de rester dans l'opposition, puisque le peuple a décidé de porter au pouvoir ceux qui ont travaillé de façon active au changement, c'est-à-dire à l'insurrection. Et donc, pour moi, cette sortie est tout à fait logique. Hein. Il fallait s'attendre effectivement à ce que ces cadres de l'UPC-là puissent aller voir ailleurs, parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans la position qui était prise par Zéphirine Diabré. Et ça, ils l'ont dit plusieurs fois. Ils l'ont répété à travers leurs déclarations dans la presse. Moi, je me rappelle que notre quotidien a plusieurs fois publié, en tout cas, leur déclaration, et ils l'ont plusieurs fois affirmé. Et donc, la création de ce parti-là va est tout à fait logique par rapport à leur conviction. D'accord, oui, Paul Miki. Alors, le PPR, pour moi, c'est un parti de plus dans l'arène politique dans notre pays et ça a contribué à augmenter de façon drastique le nombre de partis politiques. On est en train de s'acheminer vers 170 partis politiques au Burkina. C'est vrai que cette situation a été dénoncée à plusieurs reprises par des acteurs, mais personne ne fait le pas vers la loi pour mettre fin ou du moins freiner l'élan de ces partis politiques. Donc, c'est-à-dire, je suis d'accord avec François Tambi Kaboré, il faut peut-être profiter de cette largesse qu'offre la loi au Burkina Faso, puisque c'est possible de toujours créer des partis politiques. Et il va falloir donc réfléchir sur comment on fait pour réduire, pour durcir en tout cas les conditions de création de partis politiques dans notre pays, pour éviter justement cette pléthore. Alors, pour venir sur les fondements de ce parti politique, tout le monde l'a suivi, il a dit clairement que il ne comprend pas pourquoi après l'insurrection et qu'après que le peuple ait choisi un président en la personne de Roch Marc Christian Kaboré, il y a donc des gens qui se trouvent, des alliances contre nature, des gens qui se retrouvent encore dans l'opposition pour justifier le fait que lui, son parti, se retrouve au niveau de la mouvance présidentielle. Alors ça pose le problème de morale politique dont parlait Somda, parce qu'il n'y a pas de morale politique, on va le dire, bon, en politique, on ne peut pas venir parler de morale, c'est vrai, mais le contexte, ça peut se comprendre. Alors, Bama n'a pas encore parlé sur ce sujet, on va lui donner. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on veut aller à la mouvance présidentielle, pour moi, on peut le faire de façon silencieuse, sans être obligé de sortir des arguments qui ne tiennent pas la route et qui sont à la limite ridicules. D'accord, oui. Bama. Non, moi je note qu'il y a un parti de plus qui ne va rien apporter à notre démocratie, c'est tout, parce que je ne vois pas ce que ce parti va nous apporter de plus, parce qu'on en avait déjà assez. Maintenant, comme Miki l'a dit, les ressorts de ce parti auraient pu décider d'aller à la majorité et puis bon, laisser le citoyen lambda dans son coin, parce que là, la déclaration qu'ils font pour justifier leur départ à la majorité, moi je ne vois même pas en quoi ça nous fait avancer, quoi. Parce que dire que parler d'alliance contre nature, franchement, je ne sais pas.
Parce que, dire, je ne sais pas sur quelle base il parle de cette alliance contre nature entre l'UPC et le CEFOP, parce que l'UPC était déjà au CEFOP. C'est pas parce que le CDP qu'on a bouté hors de COSIAM se retrouvé se réfugier au CEFOP aussi, oui, que c'est une alliance contre nature. Ce n'est pas une alliance, le CEFOP, c'est le CEFOP. Ils ne sont pas liés par quoi que ce soit, ils sont au CEFOP ensemble, mais ils ne sont pas obligés de partager les mêmes... voilà. D'ailleurs, au sein du CEFOP, il y a des fissures avec la CODER. Donc, ils veulent aller à la majorité, qu'ils aillent à la majorité, et puis bon, on nous laisse tranquille, quoi, parce que je ne vois vraiment pas l'intérêt de ces déclarations. Oui, il y a des personnes qui pensent aussi que c'est une façon de diviser encore plus l'opposition, de l'affaiblir davantage à l'issue donc du scrutin, si on peut dire, présidentiel. Mais vous savez, on est en politique ici. Moi, je pense que l'essentiel, là, pour ce parti, c'est de travailler à avoir une base. Parce qu'il ne sert à rien de quitter l'UPC pour créer un parti. Et puis, bon, après, vous allez rester là, vous n'allez pas avoir des résultats sur le terrain, et vous allez être encore un parti de plus, parce qu'on en a déjà beaucoup. Donc, moi, je pense que ce qu'il doit faire, c'est de travailler effectivement à démontrer, à convaincre ceux qui n'y croient pas, ceux qui ne croient pas à une création d'un parti dans ce contexte-là, qu'ils avaient raison de le faire. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on dit sur la pléthore des partis politiques là, mais c'est tout à fait vrai. Quelle est la contribution de tous ces partis-là pour l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso? Ça, c'est la bonne question qu'on peut se poser. Ailleurs, vous avez 2-3 grands partis qui fonctionnent et tout. Mais même plus proche de nous, au Ghana, vous ne pouvez pas créer un parti si vous n'arrivez pas à démontrer que vous êtes implanté dans plusieurs régions. Voilà, il faut qu'on puisse arriver aussi au Burkina Faso à cela, à ce qu'on puisse avoir des partis forts, pas des partillons. Moi, je pense que c'est ça qui est, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Ok, alors peut-être une dernière réaction. Assez rapidement, c'est pour revenir préciser un peu mon idée sur ce que j'ai appelé la morale politique. C'est vrai que morale, en politique, il n'y a pas de morale, ça c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Moi, je dénonce un peu cette alliance contre nature, ça au moins ça existe. Parce que je peux comprendre, enfin, les arguments du genre, le peuple a fait son choix, donc on doit aller dans le sens de ce peuple insurgé qui préfère telle personne pour diriger. Dans ce cas, qui rallie le MPP au lieu de créer un parti politique. C'est beaucoup plus simple, à mon avis. Et puis en plus, il faut noter que le président Roch Marc Christian Kaboré n'a pas été élu à 100% des suffrages parce qu'il y a quand même 54%. Il y a le reste des Burkinabés qui peuvent se retrouver dans d'autres partis politiques. On ne comprend pas pourquoi il va falloir que tout le monde aille soutenir le programme du chef de l'État. Ce n'est pas un argument qui tient la route de mon point de vue. Autre chose, quitter l'UPC qui est d'obédience libérale pour allier un parti politique. Enfin, son parti, je suppose qu'il a aussi d'obédience social-démocrate. Ouais. Quitter le libéralisme pour la social-démocratie, moi j'appelle ça une alliance contre nature. D'accord, alors on va poursuivre avec cette émission. Il nous reste un dernier point à développer. L'actualité au cours de la semaine, vous le savez, a été marquée par le tirage au sort pour l'attribution des parcelles viabilisées de la Sonature. D'abord, votre point de vue sur cette volonté de transparence dans l'attribution de ces parcelles avec l'organisation de ces souscriptions et du tirage au sort. Oui, je pense que... Silga. Non, je pense que avant il y avait toujours un tirage, hein. Donc il n'y a pas de changement. Je pense que ce qui a changé aujourd'hui, c'est la souscription en ligne. Mais comme nous l'a dit dans notre quotidien, ces parcelles-là ne sont pas... Le constat là, c'est que ce n'est pas encore à la portée du Burkinabé moyen. Même le cadre de l'administration publique, aujourd'hui, là, on ne peut pas lui demander de payer une parcelle en 2 semaines. C'est-à-dire, quand vous tirez le... Ça a été prolongé en 1 mois. Oui, même 1 mois. Vous pouvez avoir un prêt dans une banque en 1 mois. Vous pouvez le faire. Je ne sais pas. Je veux dire qu'il faut que le gouvernement puisse travailler à élargir l'offre de logements sociaux pour tous les Burkinabés. Parce que quand on vous demande de payer une parcelle de 4 millions, de 7 millions, de 10 millions en 1 mois, en 2 semaines, vous ne pouvez pas. En tout cas, ce n'est pas pour les Burkinabés moyens. Donc,
il faut que le gouvernement puisse travailler comme on l'a connu sous la Révolution, les cités en 2, en 3, en 4. Il faut qu'on puisse travailler à ce que le Burkinabé moyen puisse avoir un logement décent. D'accord, oui, Bama. Non, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas du nouveau dans cette façon de faire. Comme Sigal a dit, c'est la même pratique. Sauf peut-être, je ne sais pas, hein, on a dû peut-être communiquer un peu plus cette fois-ci. C'est le constat que moi je fais parce que là, je vois qu'il y a eu beaucoup d'engouement, plus que d'habitude, je pense. Hein. Et 37 000 voilà. souscripteurs. Et ça, c'est dû peut-être au fait, c'est ce que moi j'ai déduit, qu'on a peut-être communiqué plus que par le passé, parce que ce qu'on notait aussi par le passé, c'est que c'était souvent des transactions qui étaient faites entre des initiés, ceux qui savaient, qui avaient l'information, qui le faisaient. Mais aujourd'hui, je note que quand même, ça a été quand même démocratisé un peu entre griffes, parce qu'il y a eu un grand nombre de souscripteurs qui se sont manifestés. Ça, c'est déjà un pas. Mais au-delà de ça, comme Parfait l'a dit, ça reste... les conditions qui sont posées, en tout cas, font que ce n'est pas encore pour nous autres qui avons des salaires de 100 000 francs, c'est pas possible. Voilà. Il faudra déclarer tout est bien. Justement, oui, Paul Miki. Non, c'est tout à fait juste. Hein, je crois qu'il y a eu beaucoup de communication autour de cette opération. C'est ça qui justifie le nombre très élevé de demandeurs de parcelles, même si dedans il va falloir dire qu'il y en a qui sont des plaisantins, parce qu'il y en a qui sont venus tout en sachant qu'ils n'ont pas l'argent pour payer. Ils espèrent être tirés pour aller revendre leurs chances quelque part, pour avoir donc, heureusement que la SONATU dit avoir pris des mesures pour ne pas permettre cela. Et on note également que le coût reste élevé, 4,5 millions minimum à payer, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Alors que pour ce qui concerne les terrains de la SONATU, ça ne devait pas être cette spéculation. De mon point de vue, ce n'est pas pour se faire de l'argent, c'était pour permettre à des gens d'avoir évidemment un toit, tout en tenant compte du fait que tout le monde ne peut pas avoir. C'est pour ça qu'il y a tirage au sort, évidemment. Mais il y a également la question du nombre de ces parcelles. Par exemple, pour la ville de Ouagadougou, il y avait que 400, oui, c'est ça. 20 et quelques parcelles. Ouais. On a vu le nombre de demandeurs, 37 000. Ouais. Alors, est-ce qu'il ne... Bon, dans ça, si on enlève les parcelles pour les zones commerciales et les zones administratives, il reste très peu de parcelles à usage d'habitation. Oui, ça c'est connu, mais bon, c'est peut-être ce que la SONATU avait comme disponibilité pour cette fin d'année. Je crois que c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont. Peut-être que dans l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de parcelles. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, cette fois-ci, la différence, c'est qu'il y a eu cette communication qui a fait augmenter le nombre de souscriptions, parce que ce n'est pas une première opération. La SONATU en fait régulièrement. Et la différence cette fois-ci, c'est ça. Mais il reste entendu que le chiffre est très élevé. La direction générale de la SONATU dit qu'il est question également pour cette société qui doit faire un chiffre d'affaires, d'aller vite pour avoir ses sous avant la fin de l'année, ce qui justifie justement le très court délai qui avait été accordé. Heureusement qu'ils ont amené ça à 1 mois, mais ça reste toujours pas à la portée de Burkinabé lambda. Cette opération telle qu'elle se présente, malheureusement, exclut de la possibilité de gagner un terrain, le Burkinabé lambda qui a réellement besoin de ce terrain. Donc ce sont les plus nantis qui vont encore avoir ces parcelles. Bon, je reviens pour dire, pour répondre à ce que Miki a dit tout de suite, mais c'est une opération commerciale. Hein. Non, ça, il faut ça, parce que avec la polémique qu'il y a eu avec les parcelles de la Fondation SIDA et tout, on a fait une suspension de 6 mois de vente, et ça a beaucoup pesé sur le chiffre d'affaires de cette société. N'oublions pas que c'est une société qui doit se faire de l'argent. Voilà, donc c'est une opération qu'ils ont lancée. Ils vont récolter des centaines de milliards dans cette affaire. Voilà pourquoi j'ai dit il faut que le gouvernement puisse travailler à ce que la politique des logements sociaux-là soit vraiment promue pour que le Burkinabé moyen puisse avoir un logement décent. D'accord. Voilà. Oui, je pense qu'il y a, dans ce sens, il y a un programme, un projet de construction de 40 000 logements sociaux. Oui, mais c'est ça. On verra, on attendra de voir les conditions qui seront proposées au Burkinabé. C'est ça qui est le plus important. Comme les 10 000 logements sociaux. Où il n'y a pas de courant, où il n'y a pas d'électricité, où il y a de l'insécurité, où il n'y a pas de caniveau. Bon, ben c'est tout ça. Parce que quand on dit logement décent,
il faut qu'on puisse quand même le dire. Quand vous allez dans certains logements sociaux aujourd'hui, ben, il y a encore des villas inhabitées parce que les gens ne veulent pas venir. Parce que quand pendant la saison pluvieuse, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais comment vous voulez que les gens vivent dans ces conditions? Non, ce que je voulais dire, c'est que, comme ils l'ont déjà dit, c'est une opération qui a juste été organisée pour récolter de l'argent. Peut-être qu'ils ont besoin de ressources fraîches, comme on les appelle, pour financer et injecter dans un secteur, lequel je ne sais pas, mais ils ont besoin d'argent. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'on demande à un Burkinabé, qui n'a que 100 000 francs mois, qui veut une parcelle. Vous lui demandez de... C'est pas sûr, on n'a pas vu. Enfin, c'est pourquoi je le bulletin il devra déclarer tous ses biens. Non, de toute façon, C'est un exemple. Je ne parle pas à mon nom, je parle de la grande masse de Burkinabés qui n'ont que 100 000 francs comme Voilà, salaire. cette grande masse-là qui a besoin de se loger, vous lui demandez de débourser 5 millions en moins d'un mois avec quel banquier, sur quelle base salariale, ça pose problème. Donc cette opération, ils l'ont organisée certainement pour ceux-là qui ne sont pas dans le besoin. Et ils n'avaient qu'à le dire ouvertement. C'est pourquoi moi je pense que les révolutionnaires, ils avaient beaucoup plus une vision, une vision plus noble de la politique de l'habitat au Burkina à travers les cités 1, 2, 3. L'allocation-vente, il n'y a pas mieux que ça pour permettre aux Burkinabés de se loger. D'accord. Alors, je pense qu'on a tout dit sur ce sujet. On va s'arrêter là pour ce dimanche. Merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle très rapidement que j'étais en compagnie de Ladji Bama du journal Le Reporter, de Paul Mikirwamba de Ouaga FM, de Samuel Somda du journal en ligne Le Faso.net et de Parfait Silga du quotidien Notre Temps. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain si Dieu le veut. Wow.